Bonjour, chers étudiants. On s'est arrêté lors de la première version à distance du cours au niveau des traités. On a bien sûr parcouru d'abord la définition des traités. On a vu que la Convention de Vienne sur le droit des traités n'est pas très formaliste et n'exige pas un écrit spécifique. De même, l'appellation peut être différente selon les cas. Un traité peut être appelé donc charte, convention. Parfois, on trouve même des termes tels que protocole. Euh, Bien sûr, on a vu aussi que les différentes étapes d'adoption des traités sont la négociation. La première étape, il y a une négociation qui est chapeautée généralement par le ministère en charge des affaires extérieures, des affaires étrangères. Bien sûr, on a vu que les équipes des négociateurs peuvent englober des experts dans le domaine spécifique si le domaine n'est pas diplomatique et, disons, de sécurité internationale. Si c'est le cas, c'est les cadres des affaires étrangères qui négocient. S'il s'agit d'un domaine spécifique technique, donc il y a une équipe d'experts et de techniciens qui vont s'associer au cadre des ministères des Affaires étrangères pour entamer la négociation. On a vu aussi donc l'élaboration du texte, les langues de travail et les langues donc de rédaction des traités. Donc tout dépend donc du parti au traité et tout dépend aussi de l'organisation internationale qui chapeaute le traité. On a vu que les Nations Unies, il y a donc les 6 langues officielles, alors que dans d'autres, il y a 3 langues officielles. S'il s'agit de 2 pays, ce sont les langues donc communes aux 2 pays. On a vu aussi que après donc l'élaboration, la rédaction, il y a la signature des traités. La signature peut être une simple paraphe des experts, une simple paraphe, c'est-à-dire ils apposent leur signature sur le texte pour donc l'accepter. Et puis bien sûr, on a vu que il y a par la suite les traités généralement en forme solennelle exigent en plus de la signature et du paraphe de la ratification. On a aussi parcouru la pratique marocaine. On a parlé aussi des réserves. On s'était dit que les réserves donc ne peuvent être acceptées que dans les traités multilatéraux, alors que dans les traités bilatéraux, ils n'ont aucune raison d'être. On a vu également la pratique marocaine. Dans cette pratique, bien sûr, le domaine des affaires étrangères et de la défense nationale, c'est un domaine réservé au chef de l'État, à Sa Majesté le Roi, mais que le volet opérationnel, technique, il est pris en charge par le ministère des Affaires étrangères. Bien sûr, on a vu que pour la négociation, le ministère des Affaires étrangères joue un rôle important, aussi bien dans le lancement des négociations, notamment en délivrant les lettres de plein pouvoir à certains cadres qui ne sont pas exonérés et dispensés de la formulation des lettres de plein pouvoir. On a vu que, à part le chef de l'État, ministre des Affaires étrangères, chef du gouvernement, tous les autres négociateurs doivent présenter les lettres de plein pouvoir. Et c'est le ministère des Affaires étrangères qui, bien sûr, va émettre les lettres de plein pouvoir. Dans la pratique marocaine, on a vu que certains traités, on avait 6 cas, donc exigent qu'il y ait donc un passage, une ratification par le Parlement. Et il y a donc un texte, une loi d'adoption qui est adoptée par le Parlement, mais la ratification finale, comme la promulgation des lois, revient à Sa Majesté le Roi, qui appose son dahir chérifien pour donner donc, bien sûr, son accord pour l'implémentation, donc la mise en œuvre du traité. Maintenant, on va passer à un chapitre important aussi bien en droit interne qu'en droit international, à savoir la validité.
Comme vous le savez, en droit interne, on parle de la validité, de la capacité. Vous avez parcouru ça, vu ça en droit civil. Nous, on ne va pas parler ici de la capacité. La capacité, on l'a déjà vu. Il faut, pour conclure un traité, il faut avoir la capacité, il faut être un sujet de droit international. Ça va sans dire. Maintenant, on va parler du consentement, c'est-à-dire l'acquiescement, l'accord des États dans la conclusion des traités. Le consentement est le fondement bien sûr, des accords internationaux, comme il est le fondement des contrats en droit interne. Cependant, le consentement peut être, bien sûr, vicié par un certain nombre d'irrégularités. On va voir qu'il y a des irrégularités de forme, comme l'erreur, par exemple, involontaire. Parfois, il y a des erreurs involontaires. Un pays, par exemple, peut évoquer comme quoi il y a une violation de son droit constitutionnel interne. Mais il faut que cette violation soit manifeste. Par exemple, on peut dire qu'une erreur, c'est par exemple un traité qui devrait passer par exemple par le Conseil des ministres a été directement transmis du Conseil de gouvernement directement donc au Parlement. Donc il y a un vice au niveau de la procédure, à savoir que le traité devrait normalement passer par le Conseil du gouvernement, puis le Conseil des ministres qui est présidé par le chef de l'État, et puis bien sûr il passe par la suite, donc il est transmis au Parlement. Ou encore une autre, peut-être par exemple, je peux citer que par exemple le traité n'a pas été vu par le secrétaire général du gouvernement avant qu'il ne soit examiné par le Conseil du gouvernement. Ce sont des erreurs, mais ces erreurs doivent être manifestes, importantes, erreurs fondamentales, mais l'État en question ne doit pas donc être aussi contribuer à cette erreur. La deuxième hypothèse de l'irrégularité, et qui, bien sûr, va nullifier un petit peu le traité, le rendre nul, c'est le défaut de consentement lié à un excès de pouvoir du représentant. Votre négociateur a excédé les pleins pouvoirs qu'on lui a donnés, c'est-à-dire qu'il a donné des concessions plus que le nécessaire. Et là, on cite donc un exemple historique au XVIIIe siècle, lorsque un ministre des Affaires étrangères de la France, Ireland, avait conclu un accord de vente de la Louisiane aux États-Unis. La Louisiane était une province donc occupée sous le contrôle donc de la France. Et après la signature de la convention de vente, donc la France avait rétorqué comme quoi il y avait un excès du pouvoir du représentant qui était à l'époque Tahir. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les irrégularités substantielles de fond. Et là, on va vous rappeler un petit peu le droit civil et le droit des contrats, des obligations, les vices du consentement. D'abord, la première forme du vice du consentement, c'est l'erreur. Il peut y avoir une erreur dans un traité qui a par conséquence donc de vicier, donc de rendre donc vicier le consentement. Mais l'irrégularité doit répondre à 3 critères. L'erreur doit répondre à 3 critères. Premièrement, l'erreur doit être grave et tellement importante dans le traité en question. Deuxièmement, l'erreur affecte la nature du consentement de l'État. Cela veut dire que s'il n'y avait pas cette erreur, donc le consentement de l'État qui a été donc erroné aurait dû être différent. C'est-à-dire s'il savait l'erreur, il n'aurait pas dû accepter la signature donc du traité en question. Troisième condition, c'est que la victime, c'est-à-dire l'État victime, on suppose qu'il n'a pas participé à la commission de cette erreur. C'est-à-dire qu'il s'est comporté normalement, donc il n'a commis aucune
manœuvre de nature à participer à la commission de cette erreur. Le deuxième vice de consentement qui est connu également, c'est le dol. Le dol, ce sont des manœuvres frauduleuses d'une partie visant à tromper l'autre partie afin d'obtenir son consentement. Par exemple, l'autre partie va donc produire une carte géographique erronée. Et cette carte géographique erronée a causé un consentement vicié de l'autre partie, ce qui fait que le dol entraîne, comme vous le savez, la nullité du contrat en droit interne et des traités en droit international. La violence et la contrainte, l'article 51 et 52 de la CVDT, de la Convention de Vienne sur les droits du traité, considère qu'il est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par l'usage de la force contre un État ou son représentant. La violence, bien sûr, inclut il inclut aussi bien les actes que les menaces. Bien sûr, il est difficile de prouver la violence, mais généralement, dans les négociations, il y a bien sûr un lobbying. Le lobbying, si vous voulez, il est toléré. Par exemple, on a vu dans les négociations commerciales que dans certains cas, il se peut, par exemple, que le chef de la délégation n'était pas flexible. Il arrive, par exemple, que un responsable de l'État, de l'autre partie, il se peut qu'il contacte le ministre ou le chef de l'État pour, disons, assouplir la position et rendre flexible et malléable la position du négociateur. Ça, c'est un peu courant dans les négociations, mais il est très difficile de prouver la violence et la contrainte. La corruption, bien sûr, la corruption, là aussi, il faut prouver la corruption du représentant de l'État en question. Il y a une autre cause qui vise le consentement et qui rend nul donc le traité nul et non avenu, c'est-à-dire que le traité il est nul pour le présent et même dans le passé. Tous les effets qui étaient produits avant sa nullité sont considérés comme nuls et non avenus. On l'a vu, tout traité qui est contraire à une norme impérative du droit international, donc qui est acceptée et reconnue comme telle par la communauté internationale dans son ensemble, donc est nul et non avenu. On a vu que le droit international, la Convention, l'article 53 n'a pas cité d'exemple, mais la jurisprudence et la doctrine a cité un certain nombre de principes tels que l'interdiction de l'emploi de la force, la piraterie, l'esclavage, le génocide, l'apartheid, la discrimination raciale et donc les droits fondamentaux de la personne humaine en général. Maintenant, on va passer aux effets des traités. Les effets des traités, il faut considérer deux types d'effets. D'abord, l'effet des traités entre les parties et l'effet à l'égard des tiers. Concernant l'effet des traités entre les parties, l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités est clair. Tout traité en vigueur engage les parties et doit être appliqué de bonne foi. Ça, c'est le principe général, c'est un principe du droit principe général et un droit coutumier, une règle coutumière, c'est ce qu'on appelle la règle pacta sunt servanda, c'est-à-dire qu'il faut honorer ses engagements. Il faut appliquer les traités signés de bonne foi. Donc, lorsqu'un État signe un traité, il est obligé de le mettre en œuvre et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son entrée en vigueur sur son territoire et aussi dans son comportement international. S'il y a violation, bien sûr, il n'y a pas un respect de la parole donnée. Un respect de la parole donnée, bien sûr, il y a les voies légales pour se faire, pour obtenir une compensation et pour ramener le pays
pour rétablir les droits du pays victime. Victime, c'est ce qu'on appelle donc le pays qui a violé les obligations engage sa responsabilité internationale devant les tribunaux. Donc le pays en question peut recourir, bien sûr, dans les traités, dans les dispositions finales, il y a toujours, des clauses concernant le règlement du différend. S'il y a un problème, on suppose que normalement un traité est appliqué de bonne foi, mais s'il y a un problème, il y a toujours une clause, soit une clause d'arbitrage, soit une clause de recours à la Cour internationale de justice, soit ce qu'on appelle une clause compromissoire, etc., qu'on va voir dans la troisième partie. Parfois, il y a un mécanisme spécial de règlement des différends, par exemple au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Si par exemple un pays n'a pas honoré ses engagements, il peut attaquer donc l'autre partie devant l'organe de règlement des différends de l'OMC. Et cet organe de différend, il y a deux parties. Il y a d'abord, on demande aux deux pays d'abord d'essayer de régler dans un délai donc leur litige d'une manière, comme on dit, amiable. S'ils n'arrivent pas, après des consultations, donc, à régler leurs problèmes d'une manière amiable, on passe donc à la phase judiciaire. Il y a la première instance et puis il y a l'appel. Il y a aussi entre les pays européens, il y a la Cour de justice des communautés européennes qui peut être saisie. Et généralement la décision des cours de justice, des tribunaux d'arbitrage, bien sûr, donne lieu à des compensations, généralement à des compensations. Concernant maintenant les effets des traités à l'égard des tiers, généralement, il y a un principe général. Un traité ne crée d'obligation ni de droit pour un État tiers, sans son consentement. Vous ne pouvez pas obliger un pays qui n'a pas signé le traité en question à s'engager avec vous. Donc, encore faut-il qu'il y ait son consentement. Donc, on ne peut pas, par la force, étendre les effets des traités entre des pays à des pays qui sont tiers, c'est-à-dire des pays qui ne sont pas membres de ce traité, qui n'ont pas signé, qui n'ont pas ratifié le traité. C'est un principe général coutumier qui a été consacré par l'article 34 de la CBDT. On va voir que certains traités peuvent créer des droits à l'égard des tiers. La fameuse clause de la nation la plus favorisée, c'est le premier cas. Qu'est-ce qu'on entend par CNPF, clause de la nation la plus favorisée? Dans un traité international commercial, généralement, même au XVIIIe, XIXe siècle, il y a une clause dans ce traité, clause de la nation la plus favorisée. Par exemple, si un pays, le Maroc, dans le cadre de l'OMC, si le Maroc signe donc signe un traité commercial avec un pays, mais dans le cadre bilatéral, et que dans ce traité, il mentionne la clause de la nation la plus favorisée, ça veut dire que si le Maroc donne des préférences plus importantes à notre pays, si le Maroc, par exemple, par la suite, signe un traité avec un pays C, supposons le premier traité entre A et B. Si le Maroc signe avec un pays C, un autre traité commercial, dans lequel il y a des avantages et des préférences plus importantes qu'il a accordées au pays B, automatiquement, le pays B va bénéficier automatiquement des nouvelles préférences et des avantages. C'est ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée, qui est la règle de base de l'OMC. Le deuxième cas, parfois, le traité lui-même peut prévoir que ces dispositions bénéficieront à tous les États. C'est par exemple l'exemple du traité conclu en 1888 à propos du canal de Suez, entre 10 États, mais bien sûr, tous les pays peuvent bénéficier du passage de la traversée du canal de Suez. Certains traités créent non pas des droits, mais des obligations. Alors là, c'est plus contraignant. Des droits, à la limite, un pays peut accepter des droits, mais des obligations, donc sans son consentement,
Donc, encore faut-il qu'il y ait son consentement. Mais parfois, on n'exige pas le consentement des pays tiers. C'est le cas notamment des traités créant des situations objectives. Par exemple, des traités qui fixent des frontières, qui, par exemple, neutralisent un territoire, qui rendent, par exemple, un territoire neutre, comme la Suisse, par exemple, un pays neutre, ou l'Autriche, d'accord? Ou encore qui rendent une zone démilitarisée. Ou encore donc démilitariser par exemple des armes atomiques. Donc ces traités sont obligatoires, ils doivent être respectés par tous les États, même les États qui ne sont pas membres. Le deuxième cas de traité qui crée des obligations, un État non parti à un traité peut accepter les obligations qui en découlent. Par exemple, la Suisse a accepté certaines obligations découlant du traité de Versailles qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Les traités, comme vous le savez, ils ont une vie. Ils naissent, ils peuvent disparaître. Donc, l'extinction des traités. Alors, quand est-ce que donc un traité peut prendre fin? On va voir plusieurs hypothèses. D'abord, on va voir donc l'extinction, la fin des traités, l'extinction qui est due à la volonté des parties. C'est-à-dire, ce sont les parties qui décident de mettre fin à un traité. Premier cas, arrivé à terme. Un traité, par exemple, prend fin lorsqu'il est arrivé à terme. Par exemple, on a signé un traité pour une période déterminée. Donc, lorsque le traité arrive à échéance, donc il va disparaître. Deuxième cas, survenance d'une condition résolutoire. Dans un traité, on peut mettre ce qu'on appelle une condition résolutoire. C'est comme dans les contrats en droit civil. Condition résolutoire, si cette condition résolutoire donc survient, négative ou positive, il va mettre donc fin au traité. Par exemple, il y a des traités dans lesquels on peut trouver une condition résolutoire relative au nombre de pays membres. Par exemple, un traité, il a été ratifié au début par 50 pays. D'accord? Et puis le nombre de pays a été, plusieurs pays donc se sont retirés du traité. On peut mettre dans un traité une condition résolutoire disant que si les membres au traité deviennent moins de 10 pays, le traité donc sera considéré comme abrogé. Comme abrogé. Il y a certains traités donc qui ont cette condition résolutoire. Parfois, un traité peut disparaître suite à la disparition même de l'objet du traité. Supposons par exemple qu'il y a un traité concernant la navigation dans un fleuve. Par exemple, un fleuve déterminé. L'assèchement ou bien un lac. Par exemple, il y a un assèchement en Afrique d'un lac qui s'appelle le lac Tchad. Supposons qu'il y avait un accord entre les parties concernant par exemple l'exploitation des ressources halieutiques, des poissons donc et des ressources. Donc, du moment qu'il n'y a plus, donc le fleuve donc le lac a été asséché, donc il y a donc ce traité va disparaître parce que l'objet même du traité a disparu. C'est le cas par exemple aussi s'il y a un traité concernant par exemple l'exploitation d'un barrage et de la production électrique d'un barrage entre deux pays, si par exemple le barrage donc a été détruit suite à des pluies diluviennes, donc le traité va disparaître. Troisième cas, c'est la dénonciation. Dénonciation unilatérale, c'est-à-dire un pays va dénoncer, va se retirer d'un traité. En principe, la dénonciation unilatérale est illicite, n'est pas acceptée par la CVDT article 56, sauf dans certains cas, notamment en cas d'inexécution et violation substantielle du traité par l'une des parties. Une partie, par exemple, n'a pas honoré ses engagements, donc l'autre partie va faire de même, c'est-à-dire qu'il ne va pas exécuter ses obligations parce que l'autre partie n'a pas honoré ses engagements. La dénonciation aussi peut être liée à ce qu'on appelle au changement de circonstances qu'on verra tout à l'heure. Le dernier cas concernant la volonté, la disparition d'un traité d'extinction suite à la volonté des parties, c'est la conclusion d'un traité postérieur qui porte sur le même objet. Parfois, donc, on peut signer un autre traité sur le même objet entre les mêmes pays.
Donc, si on signe un nouveau traité, donc l'ancien traité va prendre fin automatiquement. Par exemple, supposons par exemple que, voilà, par exemple, les pays africains, ils avaient signé le traité de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Par la suite, ils ont signé le nouveau traité de l'Union africaine. Donc, le traité de l'OUA va disparaître automatiquement parce que l'OUA a été remplacé donc, par l'Union africaine. Donc, il y a eu une succession d'organisations internationales. Maintenant, il y a l'extinction du traité qui n'est pas, qui est en dehors en quelque sorte de la volonté, indépendamment de la volonté des parties. Mais on cite quand même un premier cas, c'est le renoncement au bénéfice. Un pays peut renoncer à une créance. Bien sûr, c'est la volonté d'une partie, mais l'autre partie n'a pas, si vous voulez, n'est pas la cause aussi. Donc, il n'y a pas un échange de consentement. Il y a un consentement unique d'une partie. Là, on peut dire que il y a l'exemple, par exemple, du Maroc qui avait dispensé les États africains les moins avancés de rembourser leurs dettes. Donc, c'est une renonciation donc, du Maroc de cette créance. La caducité du traité. Qu'est-ce que ça veut dire la caducité? La caducité, ça veut dire que le traité euh, devient inexécutable. C'est-à-dire on arrive à une situation où le traité devient caduc. Qu'est-ce que ça veut dire caduc? C'est-à-dire qu'il n'est plus mis en œuvre par les parties. Il n'est plus mis en œuvre par les parties. Il devient caduc. Par exemple, je vais vous citer un exemple d'un traité qui est devenu caduc. Par exemple, il y a eu des traités entre le Maroc et les pays de l'Afrique de l'Ouest, un traité commercial. Et le traité commercial, il concernait donc des préférences commerciales entre le Maroc et les pays d'Afrique de l'Ouest, les 8 pays de l'Union monétaire et économique ouest-africaine. En l'an 2000, ce traité il est devenu caduc. Qu'est-ce que ça veut dire caduc? Ça veut dire que les pays de l'UMOA, en 2000, ils ont adopté entre eux une union douanière. Une union douanière. Par exemple, le Maroc avait signé par exemple un traité avec le Sénégal. Le Sénégal, donc ce traité avec le Sénégal, ou le traité commercial avec un autre membre de l'UMOA, qui est la Côte d'Ivoire, devient caduc. Pourquoi il devient caduc? Parce que la nouvelle situation, qui est la mise en œuvre d'une union douanière entre les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, exige qu'il y ait une négociation, non pas entre le Maroc et le Sénégal d'une manière bilatérale ou avec la Côte d'Ivoire, mais le Maroc doit négocier cette fois avec la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, parce que l'union douanière suppose un tarif commun et le tarif commun ne peut être donc négocié qu'avec cette administration internationale de l'UMOA qui représente tous les pays de l'UMOA. On arrive à ce qu'on appelle le changement fondamental de circonstance, ce qu'on appelle la clause rebus sixtantibus, changement fondamental de circonstance. Ce changement, bien sûr, un pays peut dénoncer un traité en raison du changement fondamental de circonstance. L'exemple qu'on cite généralement, ce sont les pays qui étaient sous la domination coloniale et qui se sont émancipés, comme le Maroc en 56, et bien sûr les pays africains la plupart dans les années 60. Donc après donc, les indépendances nationales, ces pays-là se sont trouvés avec, si vous voulez, un legs, un héritage conventionnel. C'est-à-dire que le colonisateur avait signé au nom de ces pays-là un certain nombre de traités. Donc, ces pays-là, la plupart, ils ont mis ce qu'on appelle table rase. Ils ont fait table rase sur l'héritage conventionnel hérité de la colonisation, c'est-à-dire ils ont dénoncé d'une manière unilatérale les traités. Mais bien sûr, certains traités ont continué donc à être appliqués. Le changement fondamental de circonstances exige quand même deux conditions.
Les circonstances à la base du consentement à être lié sont modifiées. Deuxièmement, ce changement a transformé radicalement les obligations qui sont devenues plus lourdes et l'exécution difficile. Donc, on ne peut pas évoquer le changement fondamental des circonstances qu'à condition qu'il y ait donc cette réunion de deux éléments, à savoir que vous avez signé un traité à partir d'une situation déterminée, laquelle elle a changé, d'accord? Par exemple, on a signé un traité avec un pays donc qui était, par exemple, qui faisait partie d'un bloc de pays. Par exemple, on a signé avec la Yougoslavie. La Yougoslavie, par la suite, donc il a éclaté et il y a plusieurs républiques qui sont nées un petit peu de la disparition de la Yougoslavie. Par exemple, la Croatie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, etc. Donc le Maroc, par exemple, qui a signé un accord avec la Yougoslavie, donc maintenant sera obligé, donc vu le changement de circonstances, cet accord va disparaître parce que la zone géographique qui est couverte par l'accord dans les années 60 n'est plus la même. Donc la Yougoslavie a disparu, il y a maintenant à sa place plusieurs. La même chose pour l'URSS, donc l'Union soviétique. Donc après, en 90, plusieurs républiques se sont émancipées. Et comme vous le savez, plusieurs pays ont pris leur indépendance, comme par exemple le Kazakhstan, comme le Kyrgyzstan, comme l'Ukraine, etc. Donc ce changement, bien sûr, explique un petit peu le fait de, de, de renoncer, donc de dénoncer donc un certain nombre d'accords suite au changement de circonstances. La même chose pour, par exemple, les accords qui ont été signés avec l'Union européenne. On a signé des accords avec l'Union européenne 28, maintenant ils sont 27, donc il faut qu'il y ait donc ce changement de circonstances va exiger donc la signature de nouveaux accords, notamment avec donc le Royaume-Uni. Maintenant, le Maroc va signer un nouvel accord de libre-échange séparé avec le Royaume-Uni parce que le Royaume-Uni n'est plus membre européen. Les autres internationales, il y a d'abord les principes généraux de droit. Donc, la coutume et le traité sont les sources les plus importantes, mais il y a dans l'article 38 de la CIJ, donc il parle des principes généraux de droit. D'abord, il est important de faire le distinguo entre les principes de droit international et les principes généraux de droit. Les principes de droit international, ils renvoient généralement au droit, à la coutume internationale. Lorsque la Cour de justice donc fait donc appel au principe de droit international, il fait appel au droit international coutumier. Dans l'affaire du Lotus, la CPJ avait annoncé que les principes de droit international ne peuvent, selon leur usage général, signifier autre chose que le droit international tel qu'il est en vigueur entre toutes les nations. À l'époque, vous vous souvenez, la CPJ, c'était en 1926, l'arrêt Lotus. Les principes généraux du droit, c'est autre chose. Ce sont les principes communs aux différents systèmes juridiques internes. Ce sont des principes qui sont puisés dans le droit interne. Par exemple, les principes du vice de consentement. Donc, les principes du vice de consentement ce sont des principes qui sont reconnus par tous les systèmes juridiques, qu'ils soient anglo-saxons ou les systèmes continentaux, ou les systèmes, par exemple, dans les pays du tiers-monde, dans les pays arabes, etc. Dans toutes les familles juridiques, on trouve les principes du vice de consentement. Ils sont communs à tous les systèmes juridiques. La réparation du préjudice est aussi un principe reconnu par tous les systèmes juridiques, ou encore l'égalité des parties. On retrouve dans le droit des obligations et des contrats. Les principes généraux de droit, comme vous le savez, servent à combler les lacunes. Lorsqu'il y a des lacunes, lorsque par exemple on est dans une situation où la Cour internationale de justice ou une cour d'arbitrage doit régler un litige. Il a essayé de régler donc bien sûr le litige à partir de la coutume, il n'a rien trouvé, il n'y a pas de traité. Donc le juge ne peut pas ne pas rendre son jugement. Donc s'il y a des lacunes dans les traités ou la coutume, si la coutume et le traité
ne réglemente pas donc l'aspect du litige, donc le juge va recourir, il va donc prononcer donc son jugement à partir des principes généraux de droit. Les actes unilatéraux, c'est une autre source importante. Bien sûr, les actes unilatéraux n'ont pas été cités dans l'article 38. Vous vous souvenez, parmi les lacunes de l'article 38 de l'ACIJ qui a cité les sources du droit international, n'a pas cité les actes unilatéraux. Or ces actes unilatéraux sont une source, bel et bien une source du droit international. Les actes unilatéraux des États sont formateurs du droit international. Ils contribuent à la formation du droit international. D'abord, la définition, l'acte unilatéral, c'est quoi? C'est un acte d'une seule partie qui induit des droits et des obligations. Par exemple, lorsque le Maroc, par exemple, décide un nouveau tracé de ses frontières maritimes, lorsque le Parlement marocain adopte la loi sur le domaine maritime récemment, donc c'est un acte unilatéral, mais qui crée des droits et des obligations, des droits donc pour le Maroc, des obligations pour les pays limitrophes, pour les pays donc pour les voisins qui doivent respecter donc la nouvelle délimitation du territoire maritime. On avait parlé de ça dans le cours en présentiel. Quelles sont les différentes catégories d'actes unilatéraux étatiques? Il y a d'abord la notification qui est un acte solennel par lequel un État porte à la connaissance d'un autre État ou plusieurs États un fait déterminé auquel se rattachent des conséquences juridiques. Comme par exemple, donc, l'exemple que j'ai cité tout à l'heure du tracé des frontières donc, du domaine maritime. La notification peut aussi, par exemple, concerner par exemple le droit, l'application restrictive des immunités diplomatiques, par exemple dans certaines périodes d'état d'urgence, etc. Donc le ministère des Affaires étrangères d'un pays peut notifier aux différentes ambassades de se conformer, par exemple, aux règles en vigueur pour donc sauvegarder donc la sécurité et la santé de la population. Ce sont des notifications qui peuvent très bien concerner donc les représentants des États, les ambassades, délégations en interne qu'au niveau international pour faire connaître donc des décisions au niveau international. La reconnaissance, on a vu la reconnaissance des États, par exemple, c'est une manifestation volontaire d'un sujet de droit international de considérer comme légitime un état de choses donné. Par exemple, la reconnaissance d'un pays. Donc c'est un acte unilatéral donc, qui est formateur, créateur du droit. La protestation. Un pays peut protester, peut objecter. On l'a vu dans la coutume. Un pays, par exemple, peut objecter. Vous vous souvenez de l'affaire des pêcheries norvégiennes. Donc la Norvège n'a pas cessé d'objecter contre l'implémentation par ses pays voisins donc de la règle donc des 3 miles à l'époque donc dans la mer Baltique. La protestation, un pays aussi peut protester pour plusieurs raisons. Donc peut objecter, peut protester si par exemple il y a une violation donc claire donc de ses droits, il a le droit de protester. La renonciation, on l'a vu que la renonciation, un acte unilatéral par lequel un État abandonne volontairement un droit, par exemple une créance, on a vu que le Maroc, au début du règne de Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu l'assiste, donc le Maroc avait renoncé aux dettes vis-à-vis des pays africains les moins avancés. Maintenant, on passe aux actes unilatéraux des organisations internationales. Comme vous le savez, on l'a vu dans la première partie du cours, les organisations internationales ont pris une importance capitale depuis donc, la création des Nations Unies. Et de plus en plus, donc, ces organisations internationales, aussi bien les organisations universelles telles que les Nations Unies et ces organismes spécialisés, comme l'OMS par exemple, comme l'OMC, comme la CNUSED,
d'accord, comme l'AIEA, l'énergie atomique, etc., comme HCR, etc. Toutes ces organisations, euh, ils apportent un petit peu leur contribution à l'élaboration du droit international. Par exemple, on sait que le CICR, la Croix-Rouge internationale, a été à l'origine des conventions de Genève sur le droit des conflits armés avant l'apparition des Nations Unies. Donc, les organisations internationales, les actes unilatéraux des organisations internationales sont une source de création, de formation de droit international. Bien sûr, l'article 38 de la CIJ n'a pas cité les actes unilatéraux des organisations internationales. Dans la CIJ, dans l'affaire de la licéité de l'emploi de l'arme nucléaire, a mentionné que le principe suivant, les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, même s'ils n'ont pas force obligatoire, peuvent parfois avoir une valeur normative. Elles peuvent, dans certaines circonstances, fournir des éléments de preuve importants pour établir l'existence d'une règle ou l'émergence d'une opinion juriste. Donc, les résolutions de l'Assemblée générale, donc, ils ont une valeur normative. Vous vous souvenez, lorsqu'on avait étudié la coutume, on s'était dit que, donc, parfois, il y a ce qu'on appelle la coutume sauvage. Il y a certains qui appellent donc ça coutume sauvage. La coutume sauvage, c'est Jean-Pierre Dupuis qui a parlé donc de coutume sauvage. Ce sont des coutumes, je ne dirais pas sauvages entre guillemets, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la notion de coutume sauvage, mais ce sont des coutumes qui naissent d'une manière rapide. Suite à une résolution de l'Assemblée générale, on commence donc la coutume démarre automatiquement. C'est-à-dire que la coutume n'a pas pris un délai très long pour sa formation. Et donc Jean-Marie Dupuis, qui est bien sûr qui est un petit peu le courant conservateur en droit international, ne reconnaît pas, alors que d'autres comme professeur Bennouna, professeur Bennani, donc reconnaissent que les résolutions de l'Assemblée générale peuvent avoir une valeur normative, comme l'a si bien mentionné la CIJ dans cette affaire de l'emploi de l'arme nucléaire. Les actes unilatéraux des organisations internationales, on les verra tout à l'heure. L'article 25 de la Charte de l'ONU concernant les décisions du Conseil de sécurité sont obligatoires, ça va de soi. Les décisions prises par le Conseil de sécurité sont obligatoires, donc ils ont une valeur normative. L'Assemblée générale, il y a donc des points de vue différents suivant donc les auteurs. Mais en général, on reconnaît que les résolutions de l'Assemblée générale peuvent être le point de départ d'une nouvelle coutume internationale. Par exemple, dans les années 60, c'est par des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies qu'on a parlé de nouvel ordre économique international. C'est à partir de là que, par exemple, on a ajouté un nouveau chapitre au GATT, à l'accord général sur le commerce et les tarifs, le fameux chapitre 4, qui donne des préférences commerciales spéciales aux pays en développement, par exemple. Généralement, on fait la distinction entre les actes unilatéraux des organisations internationales, entre deux types d'actes unilatéraux. Donc, les organisations internationales peuvent produire deux types d'actes unilatéraux. Ce qu'on appelle les actes autonormateurs et les actes hétéronormateurs. Cette distinction, je l'ai prise du professeur, un professeur de l'Université Laval. Les actes autonormateurs, normalement, ils n'ont des effets juridiques qu'à l'intérieur de l'organisation. Par exemple, autonormateur, c'est-à-dire que l'organisation va produire une réglementation des normes pour son fonctionnement interne. Par exemple, on va fixer par exemple, les quotes-parts des pays, combien va payer chaque pays, donc les quotes-parts dans le budget de l'organisation, un règlement financier, par exemple le règlement du personnel, etc. Donc, ces actes autonormateurs n'ont d'effet qu'à l'intérieur de l'organisation et ils sont obligatoires. Il y a par contre, ce qu'on appelle les actes hétéronormateurs, c'est-à-dire dont les effets juridiques se déploient à l'extérieur de l'organisation, à l'extérieur du système juridique de l'organisation, et qui créent des droits et des obligations pour les États membres,
Non, par exemple, il y a un certain nombre de règles qui ne concernent pas uniquement le personnel de l'organisation, mais les États membres. Les États membres doivent donc mettre en œuvre, et même les personnes physiques et morales se trouvant sur leur territoire. Donc, l'Organisation des Nations Unies est un exemple donc, de ces qui produit les actes hétéronormateurs. Normalement, les actes donc, du Conseil de sécurité et les actes, par exemple, de certaines organisations spécialisées sont des actes hétéronormateurs. Par exemple, l'OMC, les membres de l'OMC sont obligés d'appliquer donc par exemple, l'accord de Marrakech adopté en avril 1994. Il doit, par exemple, respecter les droits d'auteur. Il ne doit pas, par exemple, prendre des mesures de nature à freiner le commerce entre les pays. Et il ne doit pas, par exemple, utiliser un certain nombre, par exemple, de mesures, de clauses de sauvegarde qui sont normalement supposées être exceptionnelles, être appliquées uniquement en, dans des cas particuliers, les utiliser, par exemple des barrières non tarifaires, pour des fins donc de protection de leur industrie, par exemple.